Le flash de l'appareil photo illumina la pièce bondée, capturant un instant volé entre moi et elle. Nos visages collés l'un contre l'autre dans un éclat de rire complice. Mais quand cette image se répandit sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, elle déclencha un ouragan de haine qui balaya ma vie entière, me transformant en paria du jour au lendemain. Je n'avais pas anticipé que ce simple selfie avec la fille du gouverneur de la région Île-de-France deviendrait le catalyseur de ma chute. Je m'appelle Émilie. J'ai 26 ans. Et je vis à Paris depuis toujours. Ce soir-là, à la soirée de gala organisée par l'Association pour les droits des femmes, j'étais là en tant que bénévole. Mon rôle consistait à accueillir les invités, à distribuer des badges et à m'assurer que tout se déroulait sans accroc. C'était une de ces soirées où le champagne coulait à flots et où les discours sur l'égalité résonnaient dans l'air chargé de parfums coûteux. Et puis, il y avait elle, Sophie, la fille du gouverneur Laurent Duval, un homme politique conservateur connu pour ses positions fermes sur la famille traditionnelle. Sophie avait 24 ans. Des cheveux châtains ondulés qui cascadaient sur ses épaules, et des yeux verts qui pétillaient d'une intelligence vive. Elle était venue représenter son père, mais dès que nos regards s'étaient croisés, quelque chose avait cliqué. Nous avions discuté pendant des heures, ignorant le brouhaha autour de nous. Elle me parlait de ses études en droit, de sa frustration face aux attentes familiales. Et moi, je lui confiais mes rêves de devenir journaliste. Mes luttes quotidiennes dans un monde qui ne voyait en moi qu'une jeune femme issue d'un quartier populaire. À la fin de la soirée, ivre de rire et de confidences, nous avions pris cette photo. Juste une photo innocente, pensais-je. Mais le lendemain matin, mon téléphone vibra sans arrêt. Des notifications affluaient, like, commentaires, partage. Puis, les messages haineux. Sale lesbienne. Touche pas à la fille du gouverneur. Tu crois que t'es qui pour corrompre une famille respectable? J'étais sous le choc. Comment une image si banale avait-elle pu être interprétée comme ça? Je me précipitai sur mon ordinateur pour vérifier. La photo avait été postée par un invité mal intentionné, tagué avec des hashtags comme scandale Duval et lesbienne infiltrée. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Des internautes anonymes disséquaient chaque détail, nos sourires trop intimes, nos corps trop proches. Sophie, de son côté, n'avait pas encore réagi publiquement. Je lui envoyai un message: qu'est-ce qui se passe? On doit en parler. Sa réponse fut laconique: je gère ça avec mon père. Reste discrète. Discrète? Ma vie était déjà exposée au grand jour. Au travail? Ce jour-là, mes collègues me regardaient de travers. J'étais assistante dans une petite agence de communication, et le patron m'appela dans son bureau. Émilie. Cette histoire avec la fille Duval. Ça fait du bruit. On ne veut pas de scandale ici. Je sentis mon estomac se nouer. Était-ce le début de la fin? Le soir? Chez moi. Dans mon petit appartement du 18e arrondissement. Je scrollais compulsivement les commentaires. Certains étaient bienveillants, défendant le droit à l'amour libre. Mais la majorité était virulente, imprégnée de préjugés homophobes. Ma famille, conservatrice elle aussi, m'appela. Ma mère, en larmes: qu'est-ce que tu as fait? Ma fille, ton père est furieux. Pense à nous. Je n'avais rien fait de mal, si ce n'est tomber sous le charme de Sophie.
Notre connexion avait été immédiate, profonde. Mais maintenant, je me retrouvais au centre d'une tempête médiatique. Les journaux en ligne reprenaient l'affaire, spéculant sur une relation cachée. Sophie m'appela enfin tard dans la nuit. Émilie. Je suis désolée. Mon père est en rage. Il dit que ça pourrait ruiner sa carrière. Sa voix tremblait. Et nous? Qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je. Le cœur battant. Elle hésita, je ne sais pas. Je dois réfléchir. Cette incertitude me transperça. Était-ce déjà une trahison? Les jours suivants furent un tourbillon. Des journalistes campaient devant mon immeuble, me harcelant de questions. Êtes-vous en couple avec Sophie Duval? Comment réagissez-vous aux accusations d'avoir manipulé une jeune femme influente? Je me tairais chez moi, évitant les appels. Sophie. Elle publia un communiqué, cette photo est innocente. Prise lors d'un événement public. Je soutiens les droits LGBT. Mais il n'y a rien de plus. Rien de plus? Ces mots me blessèrent comme un couteau. Était-ce sa façon de se protéger? Ou le début d'un abandon? Je décidai de la confronter. Nous nous retrouvâmes dans un café discret de Montmartre. Elle arriva. Les yeux rougis. Émilie. Tu ne comprends pas. Mon père menace de me couper les vivres si je ne nie pas tout. Je sentis la colère monter. Et moi? Je perds mon job. Ma réputation. Elle posa sa main sur la mienne. Je t'aime bien. Mais c'est compliqué. Aimer bien? Ce n'était pas assez. Ce soir-là, je rentrais seule. Le poids de la société sur mes épaules. Les choix que nous faisions maintenant allaient définir nos vies. Mais la pression ne faisait que s'intensifier. Un blogueur influent révéla des messages privés que j'avais échangés avec Sophie. Voler Dieu sait comment. Preuve d'une liaison secrète, titraient les articles. Ma boîte mail débordait de menaces. Je commençais à douter de tout, de Sophie. De moi-même. Était-ce une erreur d'avoir approché quelqu'un d'un monde si différent? Le gouverneur Duval fit une déclaration publique, ma fille est victime d'une manipulation. Nous protégeons notre famille. Victime? J'étais la victime ici. La déclaration du gouverneur marqua un tournant. Soudain, je n'étais plus juste une jeune femme dans une photo virale, j'étais l'ennemi public numéro 1. Les réseaux sociaux amplifiaient tout, des pétitions circulaient pour que je sois licenciée. Des groupes Facebook se formaient pour défendre les valeurs familiales. Sophie, de son côté, se murait dans le silence. Nos échanges se raréfiaient. Je dois me concentrer sur ma famille. M'écrivit-elle un jour. Ces mots me hantèrent. Était-ce le prix de l'amour dans une société qui refusait de nous voir? Je tentai de reprendre le contrôle. J'appelai une avocate spécialisée dans les droits LGBT. Maître Leclerc, qui accepta de me représenter pro bono. Émilie. C'est un cas classique de harcèlement en ligne amplifié par des préjugés. On va contre-attaquer. Ensemble, nous préparâmes une plainte pour diffamation. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi devais-je me battre pour quelque chose d'aussi naturel que l'attirance? Sophie m'avait avoué. Lors de notre première vraie conversation après la soirée, qu'elle luttait contre ses sentiments depuis l'adolescence. Mon père m'a élevé dans l'idée que l'amour, c'est un homme et une femme. Point. Et moi,
Openly lesbienne depuis mes 20 ans. J'avais cru pouvoir l'aider à s'affirmer. Quelle naïveté. Un soir, ma sœur aînée, Claire, vint me voir. Elle était la seule de la famille à me soutenir ouvertement. Émilie. Maman et papa sont dépassés. Ils ont peur du qu'en dira-t-on. Nous parlâmes tard dans la nuit. Claire me raconta comment elle avait caché sa propre bisexualité pendant des années pour ne pas heurter nos parents. Mais toi, tu as le courage de vivre au grand jour. Ne lâche pas. Ces mots me redonnèrent de la force. Mais le lendemain, une nouvelle bombe explosa, une interview de Sophie dans un magazine People. Je n'ai jamais été en couple avec Émilie. C'était une amitié mal interprétée. La trahison me frappa de plein fouet. Comment pouvait-elle nier ce que nous avions partagé? Ces baisers volés dans l'ombre? Ces promesses chuchotées? Je l'appelais. Furieuse. Pourquoi? Sophie. Pourquoi me jeter au loup? Elle pleurait au téléphone. Mon père m'a forcé. Il dit que si je confirme, ma carrière en droit est fichue. Et toi? Tu es forte? Tu t'en sortiras. Forte? J'étais brisée. Ce choix qu'elle faisait privilégier sa famille et sa réputation me coûtait tout. Mon patron m'avait déjà mise en congé forcé. Et les amis se faisaient rares. Je décidai alors de riposter publiquement. Avec l'aide de Maître Leclerc, je postai une vidéo sur YouTube, je m'appelle Émilie. Et je refuse de me cacher. Oui. J'ai des sentiments pour Sophie Duval. Et ce n'est pas un crime. C'est l'amour. La vidéo fit le buzz. Mais pas comme je l'espérais. Les soutiens affluèrent de la communauté LGBT. Mais les attaques redoublèrent. Des manifestants se rassemblèrent devant la résidence du gouverneur, scandant des slogans pro et anti. Sophie m'envoya un message, tu as tout empiré. Mon père est furieux contre toi. La tension montait. Je reçus une lettre anonyme, disparaît? Ou on s'occupera de toi. La peur s'insinua. Était-ce le prix à payer pour l'authenticité? Chez mes parents. À Versailles. L'atmosphère était glaciale. Mon père, un retraité conservateur, me dit, tu nous as humiliés. Pense à ta mère. À ses amis qui la regardent de travers. Ma mère, en larmes, ajouta, on t'aime. Mais pourquoi choisir ce chemin? Leur amour conditionnel me déchira. Je rentrai à Paris, seule avec mes doutes. Puis vint l'invitation inattendue, une émission télévisée voulait nous interviewer. Sophie et moi. Séparément. J'acceptai, espérant confronter la vérité. Sophie refusa. Je ne peux pas, m'écrit-elle. Cette lâcheté me blessa plus que tout. Mais lors de l'émission, je tins bon. L'amour n'a pas de genre. Les préjugés. En non. Le public applaudit. Mais en coulisses, un assistant me glissa, le gouverneur a des amis puissants. Attention. Les semaines suivantes furent un engrenage de conflits. Sophie disparut des radars, bloquant mon numéro. J'appris par les médias qu'elle avait été envoyée en stage à l'étranger. Loin du scandale. Était-ce une fuite? Ou une punition? Moi. Je luttais pour garder mon appartement, cherchant un nouveau job.
La communauté LGBT m'offrit du soutien, des dons, des messages d'encouragement. Mais intérieurement, le vide grandissait. Avais-je perdu l'amour pour rien? Un jour, Claire m'appela, Sophie a contacté maman. Elle veut te voir? En secret. Mon cœur bondit. Était-ce une réconciliation? Nous nous retrouvâmes dans un hôtel discret à la périphérie de Paris. Sophie était pâle. Amaigrie. Émilie. Je regrette. Mon père m'a manipulée. Mais j'ai eu tort de céder. Nous pleurâmes ensemble. Et maintenant, demandai-je. Elle secoua la tête, je ne sais pas. Je dois choisir entre toi et ma vie d'avant. Ce dilemme la torturait. Et moi avec. Le rendez-vous secret avec Sophie raviva l'espoir, mais aussi la douleur. Nous passâmes la nuit à parler, à nous remémorer nos débuts. Souviens-toi de cette soirée au gala? Murmura-t-elle. C'était magique. Oui. Ça l'était. Mais le matin venu, la réalité nous rattrapa. Je dois rentrer. Mon père surveille tout. Elle partit, me laissant avec un baiser empli de promesses incertaines. Était-ce un nouveau départ? Ou une illusion? De mon côté, la bataille judiciaire s'intensifiait. Maître Leclerc déposa la plainte, et les médias s'emparèrent de l'affaire. Jeune femme lesbienne contre l'establishment politique, le combat d'Émilie. Les titres me propulsaient en symbole, mais je n'étais qu'une humaine brisée. Les auditions commencèrent, des témoins du gala confirmèrent que notre interaction était innocente au départ. Mais un ancien ami de Sophie témoigna contre moi, affirmant m'avoir vu séduire intentionnellement. Mensonge pur. Qui l'avait influencé? Le gouverneur? Sans doute. Sophie, rappelée de son stage en Allemagne, fut interrogée. Elle hésita publiquement, Émilie est une amie chère. Mais les rumeurs ont tout déformé. Amie chère? C'était un pas. Mais pas assez. Son père, furieux, la confina chez eux. J'appris par Claire qu'elle traversait une crise, dépression, insomnie. La pression familiale l'arrangeait. Elle t'aime, Émilie. Mais elle a peur. Peur de quoi? De perdre son héritage? Sa place dans la société? Moi, j'avais déjà tout perdu. Un soir, un appel anonyme, abandonne la plainte? Où on révèle tes secrets. Quel secret? Ma vie était un livre ouvert. Mais la menace me terrifia. Je confiai tout à Maître Leclerc. C'est du bluff? Mais soyons prudentes. Prudente? J'étais épuisée. Chez mes parents, une confrontation éclata. Mon père, arrête cette folie. Pense à nous. Je répliquai, et moi? Vous pensez à moi? Ma mère intervint, on a peur pour toi. Chérie. Leur peur était réelle, mais elle masquait leurs préjugés. Sophie craqua enfin. Elle m'envoya un message, je viens te voir. Ce soir. Elle arriva. Les valises à la main. J'ai quitté la maison. Mon père m'a déshéritée. Les larmes coulaient. Pour toi, Émilie. Nous nous enlaquâmes. Mais la joie fut courte. Le lendemain, les médias explosèrent, Sophie Duval fuit avec sa maîtresse lesbienne. Le gouverneur réagit violemment,
Conférence de presse où il la désavoua publiquement. Ma fille est influencée. Je la protégerai malgré elle. Nous nous cachâmes dans un appartement loué par Claire. Sophie était dévastée. J'ai tout sacrifié. Et si c'était une erreur? Ses doutes me transpercèrent. Était-ce le prix de la liberté? Les jours suivants furent tendus. Nous nous disputions, elle regrettait sa vie confortable. Moi, je l'accusais de faiblesse. Tu m'as trahi une fois. Sophie. Comment te faire confiance? Elle pleurait, j'essaie de réparer. Mais la réparation coûtait cher. La société nous jugeait. Des débats télévisés disséquaient notre histoire, l'homosexualité face aux traditions familiales. Certains nous soutenaient. D'autres nous condamnaient. Le gouverneur USA de son influence, des amis à lui contactèrent mon ancien employeur pour bloquer mes candidatures. J'étais blacklistée. Sophie. Elle perdit ses amis d'enfance. Il me traite de traîtresse. Nous étions isolés. Unis par l'amour mais rongés par les sacrifices. Un tournant arriva avec le procès. Le juge, une femme progressiste, écouta nos témoignages. Sophie. Enfin. Avoir, oui. J'aime Émilie. Et je refuse de me cacher plus longtemps. La salle bruissa. Son père, présent, quitta la pièce furieux. Nous gagnâmes, dommages et intérêts pour harcèlement. Mais la victoire était amère. Sophie murmura, maintenant? On est libre. Mais à quel prix? La victoire judiciaire nous offrit un répit. Mais les cicatrices restaient. Sophie et moi emménageâmes ensemble dans un petit appartement à Belleville. L'argent des dommages nous aida à repartir. Mais la méfiance persistait. Et si ton père te rappelle, demandai-je souvent. Elle répondait, je l'ai choisi. Toi. Pourtant. Ses nuits étaient agitées. Hantées par les regrets. Moi. Je cherchais du travail. Affrontant les regards suspicieux lors des entretiens. Vous êtes celle du scandale Duval? Oui. Et alors? La famille de Sophie tenta une réconciliation. Sa mère l'appela, ton père est malade. Reviens. Sophie hésita. C'est un piège? Je la soutins, vas-y. Mais ne te laisse pas manipuler. Elle partit pour le domaine familial en banlieue. À son retour, elle était bouleversée. Il m'a supplié de rentrer. En niant tout. Mais je sais qu'il ment. Ce choix la renforça. Mais la blessa profondément. Était-ce la fin des liens familiaux? De mon côté, mes parents commencèrent à céder. Ma mère vint nous voir. Je veux comprendre. Émilie. Nous parlâmes des heures. Elle admit ses préjugés, j'ai été élevée comme ça. Sophie charma ma mère avec sa douceur. Petit à petit, des ponts se construisirent. Mais la société n'était pas aussi indulgente. Des articles continuaient à nous traquer, le couple lesbien qui a défié le pouvoir. Nous devînmes des activistes malgré nous. Invités à des conférences LGBT. Sophie s'épanouit, enfin. Je vivrai. Moi. Je doutais, et si ça nous détruit? Une trahison inattendue surgit. Un ami commun révéla que Sophie avait contacté son père en secret, négociant un retour partiel. Juste pour l'héritage? M'avoua-t-elle quand je la confrontai. La douleur fut immense.
Tu me sacrifies encore? Elle nia, c'était pour nous. Pour sécuriser notre avenir. Mais le mensonge brisa la confiance. Nous nous séparâmes temporairement. Sophie rentra chez ses parents. Moi. Je restais seule. Questionnant tout. Était l'amour plus fort que les intérêts? Les mois passèrent. Sophie revint. Changée. J'ai refusé l'héritage. Je choisis toi. Nous reconstruisîmes. Mais les dommages étaient là. La thérapie nous aida, à affronter les traumas. Les pressions sociétales. La société nous force à choisir entre amour et sécurité. Dit la thérapeute. Vrai. Nous organisâmes une petite cérémonie symbolique. Entourée d'amis fidèles. Mais le gouverneur, guéri, publia un livre accusateur, Comment j'ai perdu ma fille à cause d'une influence néfaste. Le scandale reprit. Nous contre-attaquâmes avec notre propre récit, un blog où nous partagions notre histoire. Les lecteurs réagirent, soutien, critique. Sophie grandit, elle lança une association pour les jeunes LGBT en conflit familial. Moi. Je trouvais un job dans un média progressiste. La vie reprenait. Mais les ombres persistaient. Un jour, son père l'invita seul. Pour discuter. Elle y alla. Prudente. À son retour, il s'excuse. Mais conditionnellement. Elle refusa. Plus de compromis. Les années consolidèrent notre lien. Mais les épreuves nous avaient marqués. Sophie et moi. 5 ans après la photo fatidique. Vivions une vie plus calme. Elle travaillait comme avocate pour les droits humains. Moi comme journaliste engagée. Nos familles. Réconciliées partiellement. Acceptaient notre couple avec résignation. Mais les préjugés sociétaux subsistaient, regards en coin. Commentaires en ligne. Nous avions payé cher, perte d'amis. Carrière freinée. Santé mentale ébranlée. Était-ce juste? Un jour. Une nouvelle crise, le gouverneur annonça sa candidature à une élection nationale. Utilisant notre histoire comme exemple de déclin moral. Sophie fut dévastée. Il n'apprendra jamais. Nous décidâmes de l'affronter publiquement, une conférence de presse commune. L'amour n'est pas un déclin. Père. C'est la vie. Les médias s'emballèrent. Mais cette fois, l'opinion pencha en notre faveur. Le gouverneur perdit des points dans les sondages. Victoire morale. Mais à quel coût? Sophie pleura, j'ai perdu un père pour gagner ma liberté. La réflexion s'imposa, les choix que nous avions faits. Les trahisons endurées. Les réveils douloureux. Avions-nous raison de défier le monde? La société évoluait lentement. Grâce à des histoires comme la nôtre. Mais individuellement, les blessures restaient. Sophie et moi. Assises sur un banc du jardin des Tuileries. Nous promîmes, plus de secrets. Plus de compromis. Pourtant, le doute persistait. Était-ce égoïste de prioriser l'amour sur la famille? La société nous forçait-elle à ces extrêmes? Au final, notre histoire était un miroir des luttes LGBT, conflits intimes. Pression extérieure. Quête d'authenticité. A-t-on raison de tout sacrifier pour l'amour? Ou la famille mérite-t-elle toujours une seconde chance?